Chapitre 15. Au moment d'annoncer à son père sa nouvelle résolution, Monique comprit qu'elle allait provoquer un sérieux mécontentement. Le premier mot de Monsieur Larmoisi lorsqu'elle rentra fut « Tu as revu ta mère ?»« Oui. »« Comment l'as-tu trouvée ?»« Très amaigrie. »« Encore ? La vallée de Josaphat alors ?» Monique n'avait pas envie de plaisanter. Son chagrin la rongeait. Il haussa les épaules. Quand il y a tant de sujets réels de peine, pourquoi s'en forger d'imaginaire ? Tu as été bien reçue ? À bras ouverts. Voilà bien la logique des femmes. Elle te fuit et quand après bien des recherches tu parviens à la joindre, elle te serre sur son cœur. La démarche que je faisais lui a prouvé mon affection dont je lui avais permis de douter. Enfin, il y a là une question de psychologie trop subtile pour moi. Naturellement, elle a signé un bail de 3, 6, 9 pour la chambre qu'elle habite. Il est impossible qu'elle y vive plus longtemps. Alors, demain, je ramène maman rue de Grenelle. Ah, c'est toi qui opères le déménagement. N'est-ce pas tout indiqué ? Remarque, ayant fait l'aménagement sans toi, à elle seule, elle aurait pu tout aussi bien faire seule le trajet inverse et ne pas t'en imposer le désagrément. D'ailleurs, c'est plutôt l'affaire de ton frère que la tienne. Si vous procédez à l'opération vers midi, il pourrait venir vous aider avec sa voiture. En effet, il nous rendrait grand service. Monique se tut gênée. Son père, elle s'en rendait compte, croyait qu'il ne s'agissait pour elle que d'aller assister sa mère pendant la journée du lendemain. Comment lui faire comprendre qu'elle retournait définitivement rue de Grenelle ? Afin de l'éclairer, elle dit « Dès ce soir, je vais rassembler toutes mes affaires et je viendrai demain après-midi les prendre en taxi. » Hein ? Le rouge de la colère montait au visage de Monsieur Larmoisi. Tu veux t'en aller ? Je retourne chez maman. Et tu décampes comme cela, sans tambour ni trompette. Elle releva avec un sourire qui voulait l'apaiser. Pas du moins sans vous remercier de votre bon accueil et de tous les plaisirs que vous m'avez procurés. Alors, ma maison, c'est l'hôtel. On vient, on s'en va à son caprice. Je ne veux pas laisser ma pauvre maman seule dans l'état où elle est. S'est-elle fait scrupule de te laisser ? Et puis, si elle est seule, c'est parce qu'elle le veut bien. Je n'ai jamais refusé de la recevoir, elle est partie de son plein gré. Je ne vois pas de quel droit elle irait aujourd'hui me priver de ma fille. Ta place est ici, chez ton père, pas ailleurs. Monique laissa passer l'orage, puis elle dit gentiment « Je donnerais beaucoup afin de pouvoir vivre à la fois près de mon père, de ma mère et de mon frère. Mais puisque c'est impossible, je vais à celle qui a le plus besoin de moi. Vous, papa, vous avez Michel. Belle consolation. Dans 6 mois, il me laisse là pour se marier. Il vous donnera une seconde fille. Toi aussi, je pense. Tu te marieras, tu ne vas pas te vouer au célibat à cause de ta mère. » Monique avait rougi. « Il n'est pas encore question de mariage pour moi. Et ce n'est pas dans la solitude où ta mère te maintient que les prétendants iront te chercher. Tu peux estimer de ton devoir d'enterrer ta jeunesse rue de Grenelle, mon devoir à moi, et d'empêcher que ton avenir ne soit sacrifié à l'égoïsme d'une malade. Tu iras voir ta mère tant que tu voudras, mais tu resteras chez moi, j'ai dit. » Et pour bien marquer sa volonté, il sortit, fermant violemment la porte derrière lui. Monique s'était attendue à des protestations, mais non à une opposition si nette. Elle en fut troublée et malheureuse. Il lui parut qu'elle devait quand même retourner chez sa mère. Elle commença donc à remplir ses valises, et ce faisant, tel colifichet, telle parure, venait lui remettre en mémoire la générosité de son père. Oui, il avait été très bon pour elle. Il avait comblé à cause de son inquiétude. Elle ne l'avait pas toujours récompensé par le sourire satisfait, l'humeur joyeuse qu'il était en droit d'attendre. Aujourd'hui, elle quittait son foyer, le blessant grièvement. Mon Dieu, pourquoi ne lui était-il pas donné de pouvoir contenter en même temps son père et sa mère ? Si elle partait d'ici contre le gré de Monsieur Larmoisi, n'allait-il pas rompre avec elle et lui fermer sa porte ? Elle en serait si désolée. Ou bien elle s'en avisait soudain. Si dans son mécontentement il supprimait la pension qu'il servait à sa mère pour son entretien, n'était-il pas en droit de le faire ? Il était majeur, son père n'était plus tenu d'assurer sa subsistance. Il emploierait peut-être ce grand moyen pour la contraindre à demeurer ici. Monique n'avait pas peur d'une certaine pauvreté, mais n'ayant aucun moyen de gagner sa vie, elle retomberait à la charge de sa mère dont les ressources ne suffiraient pas à assurer la vie de 2 personnes. Alors, Michel rentrant, trouva sa sœur en larmes et désemparée. Bien qu'attristé de la voir s'éloigner, il ne pouvait la blâmer. Papa est vif, reconnut-il, mais il est bon. Et puis il t'aime beaucoup. C'est justement parce qu'il t'aime qu'il se fait si mal à l'idée de ton départ. Mais je vais lui parler et tu verras, tout s'arrangera. Michel se montra habile avocat et son père faisait cas de ses appréciations. Le plaidoyer fut long, mais lorsqu'on se mit à table, il avait obtenu gain de cause. Si cédait, Monsieur Larmoisi n'en restait pas moins maussade. « Puisque tu tiens à partir, je ne vais pas t'attacher, déclara-t-il à Monique. Je ne suis pas un tyran. Je ne
contraint pas les gens. Elle promit de revenir souvent. « Ce n'est pas la même chose, observa-t-il. Nous allons, ton frère et moi, retomber avec la vieille Marie sous le régime de l'incurie et de la mauvaise cuisine. À quoi cela sert-il d'avoir une fille si elle ne peut même pas tenir votre maison et vous abandonne à des soins mercenaires ?» Quand le lendemain matin, Monique quitta le boulevard de Courcelles, Monsieur Larmoisie n'était pas encore désarmé. Son baiser fut froid. Il en voulait à la jeune fille de lui préférer sa mère. Après son départ, il confia à Michel: « Du moment qu'il ne s'agissait que de provisoire, j'aurais préféré que ta sœur ne vînt pas demeurer ici. Nous étions très vite habitués à elle. Tout marchait à merveille. Et maintenant, elle nous laisse là. Je vois bien, papa, que si elle avait consulté son agrément personnel, Monique serait restée près de nous, mais elle aurait cru manquer à son devoir en délaissant maman. » Avant d'aller retrouver sa mère, Monique passa rue de Grenelle. L'appartement sentait l'inhabité. Elle renouvela l'air, chassa la poussière et par quelques fleurs et un couvert gentiment disposé, le rendit accueillant. « C'est bon de se retrouver ici », constatera Madame Larmoisie avec un sourire de bien-être en y pénétrant 1 heure plus tard. Et la vie des 2 femmes reprendra avec son rythme habituel dans ces petites pièces familières, mais quelque chose est changé. Madame Larmoisie n'est plus la même. Sa longue solitude, l'amère sentiment qu'elle avait éprouvé pendant ces semaines d'être abandonnée de tous et d'avoir perdu l'affection de sa fille, peut-être aussi les privations l'ont brisée. Sa raideur est tombée. De son côté, Monique, promue maîtresse de maison chez son père, et avait pris avec de l'initiative l'habitude de décider de commander. Elle constate à présent que sa mère s'en ressort, loin de lui imposer sa volonté, s'abandonne et lui obéit comme le naufragé à son sauveteur. Les rôles sont intervertis. En allant rechercher la fugitive et la ramenant ici, Monique, en dépit des formes respectueuses, a fait acte d'autorité et dorénavant elle aura sa voix au logis, une voix écoutée. Elle écarte le souvenir de l'existence plus attrayante qu'elle a quittée pour reprendre ici une vie terne et sans plaisir. Elle est toute à son généreux mouvement, sa tendresse renforcée par la récente séparation, et sa longue inquiétude à sa compassion pour cette maman qu'elle a sentie malheureuse et brisée et qui se montre maintenant humblement reconnaissante. Parce qu'elle a conscience d'avoir rempli son devoir filial. Elle a l'âme la plus légère, elle a perdu son expression résignée, presque morose. Elle s'efforce de distraire sa malade car l'a compris, l'humeur de Madame Larmoisie a pour cause un état pathologique. Elle fait de la musique, elle rit, elle chante, elle raconte ce qu'elle a vu. Elle fait sortir sa mère, l'entraîne à des expositions, à des conférences, lui lit le soir quelques pages d'un bon livre, contente si elle voit poindre une lueur d'intérêt dans leur regard ou un demi-sourire sur les lèvres maternelles. Les Raquettes avaient loué en août une villa sur la côte bretonne. Sabine, heureusement inspirée, pressa Monique et sa mère d'y venir passer quelque temps. Si elle n'avait pas écouté que son habituelle sauvagerie, Madame Larmoisie refusait devant l'insistance de Monique, elle céda et n'eut pas lieu de le regretter. Ce séjour en Bretagne devait lui être des plus salutaires. Il lui procura un changement d'air, du repos et des distractions dont sa santé avait bien besoin. Il lui permit surtout de vivre dans l'intimité des Raquettes et de mieux connaître la fiancée de Michel. La mieux connaître, c'était l'aimer. Elle subit l'attrait de la charmante fille, fut gagnée par sa délicate bonté. Elle ne songeait plus à s'offusquer de son allure décidée, mais appréciait son élévation morale et ses grandes qualités. Elle admirait aussi avec un peu d'envie l'union, la bonne entente qui régnait chez ses hôtes. Le père et ses 2 enfants s'aimaient tendrement et rivalisaient d'attention mutuelle et de prévenance. Certaine que Sabine, mariée, saurait créer autour d'elle la même atmosphère. Marie-Hélène se félicitait de la voir entrer dans leur famille désunie. Négligeant un peu son amie, Sabine se consacrait à sa future belle-mère. Elle allait s'asseoir à son côté sur la plage où l'entraînait à d'agréables promenades dans la lande. En marchant ou en travaillant, les 2 femmes causaient. Marie-Hélène s'étonnait de se trouver tant d'idées communes avec cette jeune fille qu'elle avait de prime abord jugée si moderne. Elle ne s'apercevait pas que, sous l'action de sa jeune campagne, son irritation contre la vie, ses vieilles rancunes, son amertume s'apaisaient peu à peu pour faire place, sinon encore à la sérénité, du moins à une sorte de résignation et à une plus indulgente compréhension. Monique évitait de troubler ses entretiens. Séduite par la couleur et les jolies lignes du paysage, elle s'était mise à peindre. Monsieur Raquette, qui pratiquait assez agréablement l'aquarelle, lui signalait les sites les plus pittoresques et parfois s'installait d'elle. Ils n'avaient pas le même procédé et discutaient souvent.
Le père de Sabine soutenait les principes de sa vieille école, défendait un enseignement plus moderne. Le débat restait courtois, chacun demeurait sur ses positions et traitait à sa manière la mer, les nuages, la verdure. Quand ils soumirent leurs œuvres au jugement de leur entourage, Marie-Hélène préféra les aquarelles de M. Raquette. Sabine ne se prononça pas, arguant de son incompétence pour tout ce qui touche à l'art. Monique dut attendre jusqu'au week-end qui amena Jean accompagné de Michel pour obtenir, comme elle s'y attendait, les suffrages des deux jeunes gens. La présence de Jean et de Michel apporta à la villa l'animation et un redoublement de gaieté. Les ouvrages et les pinceaux se reposèrent, un tennis fut organisé sur le sable blanc de la grève. Madame Larmoisie ne jouait pas, mais elle avait grand plaisir à regarder les joueurs. Jamais elle n'avait vu à sa fille ce regard brillant, ces joues roses, cette expression joyeuse, puis avec une certaine fierté maternelle, elle la jugeait souple, adroite, non dépourvue de grâce. Une Monique nouvelle se révélait à elle. L'intérêt du jeu était pour quelque chose dans cette transformation, mais aussi, elle l'eut vite deviné, la présence de Jean Raquette. Cette constatation lui fut une petite souffrance. Elle avait bien prévu que sa fille aimerait un jour, mais ce jour, elle l'espérait plus tardif, et voilà que le jeune cœur avait déjà parlé. Monique était-elle consciente du sentiment qui lui inspirait Jean ? Madame Larmoisie se le demandait, et surtout, question non moins angoissante, sa fille n'allait-elle pas au-devant d'une déception ? Jean l'aimait-il ? Marie-Hélène se mit à observer le jeune homme. Il semblait se plaire dans la société de Monique, mais fallait-il voir dans sa manière d'être plus que la courtoise amabilité d'un homme bien élevé ou qu'une bonne camaraderie. Méfie-toi, ma pauvre petite, pensait tout bas Madame Larmoisie. Ne te laisse pas prendre le cœur sans être certaine qu'on le paye de retour. Les hommes sont si trompeurs. Et malgré l'insistance de Monsieur Raquette et de Sabine, elle ne consentit pas à prolonger son séjour jusqu'au samedi qui devait ramener Jean. Elle vit bien, aux yeux priants, aux attristés de sa fille, que sa décision décevait Monique. Mais quoi ? N'est-ce pas d'une mère prudente et avisée de soustraire un pauvre jeune cœur au danger d'un trop prompt emballement ? Chapitre 16. Voyons, Michel, vous n'allez pas m'en vouloir pour ces 15 malheureux jours que je consacre à mes enfants. Ce seront les derniers, je m'y engage. Après, je serai tout à vous. Michel secouait la tête mécontent. Sabine souriait. Pensez, insista-t-elle, que ces pauvres petites n'ont pas encore eu de vacances. Pendant que nous nous amusions en Morvan en Bretagne, elles souffraient à Paris du manque d'air et de la chaleur. C'est bien leur tour d'aller respirer. Qu'elles y aillent. Je ne demande pas mieux, même très volontiers. Je contribuerai par mon obole aux frais du voyage, mais qu'elles y aillent sans vous. Elles ne peuvent partir toutes seules. Il y aura bien une âme de bonne volonté pour vous remplacer. Les bonnes volontés sont toujours moins nombreuses que les tâches. Elles sont prises ailleurs, en moins, ajouta-t-elle avec un peu de malice, qu'elle ne soit retenue par un mari, un enfant ou un fiancé. Il dit d'un ton mi-fâché, mi-plaisant. « Partez donc, méchante fille, allez où votre cœur vous appelle. » Elle releva. « Mon cœur, si je le consultais, m'ordonnerait, je crois, de demeurer à Paris, près de mon père et près de vous. Puisqu'il n'a pas voix au chapitre, son avis n'a guère d'importance. Ingrat. À quoi sert que vous m'aimiez ? Si vous agissez comme ne m'aimez pas. » Sabine le regarda avec reproche. « Voyons, Michel, vous n'allez pas prendre au tragique ce malheureux séjour en Sologne. Il n'est pas imprévu, depuis longtemps je vous avais averti que je le ferais. De loin, je ne voyais pas ces inconvénients à la veille du départ. Je les aperçois mieux. » Quels inconvénients ? La séparation ? Sans doute. 15 jours sans vous voir. Ils seront vite passés. Pour vous peut-être, pas pour moi. Allons, Michel, soyez généreux et dites-moi que vous ne m'en voulez pas. Il lui prit les deux mains en souriant. « Ce n'est pas à vous que j'en veux, mais à vos guides, les pauvres innocentes. Mon ressentiment qu'elles ignorent ne les empêchera pas de se bien amuser. Vous m'écrirez, Sabine ? Je vous écrirai. Tous les jours ? Promis. » Elle est partie. Elle campe avec son équipe dans une grande propriété en Sologne. Des cartes parviennent quotidiennement à son fiancé. Le temps est favorable, la petite troupe très gaie, l'accueil des hôtes charmant. Michel compte plus que 5 jours. Mais un matin, la chère enveloppe manque au courrier. Michel s'étonne, fronce les sourcils, s'irrite contre la négligence. À cette même heure, rue de Monceau, Monsieur Raquette tremble et sanglote, incrédule devant un petit bleu qu'on vient de lui remettre. Elle campait là,
depuis 10 jours. Sur une longue pelouse, dans le parc, on avait dressé les tentes. Elle faisait avec des brindilles sèches ou du bois mort des feux joyeux pour cuire la soupe et les pommes de terre et déjeuner gaiement assis en rond. Puis à l'heure où le soleil devient moins chaud, elle partait en promenade, marchant en ordre 2 par 2, chantant des refrains en freinant. C'étaient des fillettes parisiennes des faubourgs qui venaient demander à cette vie saine et au grand air, avec de belles couleurs, le goût de l'action et de la discipline, de la bonne camaraderie. Le soir, autour du feu de camp, après les divertissements improvisés, on s'agenouillait pour remercier le Père du ciel d'avoir fait la nature si belle et d'avoir donné une si bonne journée. Sabine Raquette surveillait ce petit monde, assurait le ravitaillement, aller d'une tente à l'autre, s'assurer que tout se passait bien. Elle a encore apporté le rayonnement de son entrain et les ressources d'une imagination fertile à une idée heureuse. Donc ce jour-là, la colonie était en promenade. On avait rompu les rangs et la troupe s'égayait. L'amusement n'est-ce pas d'aller ici ou là cueillir une fleur, une mûre, une noisette, d'escalader un talus, de courir après une campagne? Sabine marchait à l'arrière-garde, quittant parfois sa troupe pour s'assurer qu'elle était au complet. Vint l'heure du goûter. La place choisie, une clairière à l'entrée d'un bois, on s'assit sur l'herbe. Sabine donna le coup de sifflet pour le rassemblement. 2 guides manquaient que ne ramena pas un second coup de sifflet vigoureux. Je les ai aperçus qui entraînaient dans le bois par là, signala une petite. Sabine s'enfonça en hâte dans l'allée indiquée. Elle précipita encore son allure quand elle vit briller à travers les arbres la surface moirée d'un étang. Les 2 guides étaient là. Plus exactement, l'une se tenait au bord de l'eau, mais l'autre avait sauté dans un mauvais bachot amarré à la rive. Sous son poids, le bateau enfonça légèrement et fit haut par une blessure de la quille. L'éruption de l'eau rompant l'équilibre, la barque s'inclina brusquement et la fillette tomba dans l'étang. Sabine arriva juste pour la voir disparaître et entendre son cri de frayeur qu'accompagnait l'appel éperdu de sa petite compagne. La jeune fille n'hésita pas, elle se sentait responsable de cet enfant qu'on lui avait confié. Tandis que sur son commandement l'autre guide, affolée, courait chercher du secours, elle plongea. Que se passe-t-il? S'était-elle empêtrée dans les roseaux où l'enfant qu'elle voulait sauver se cramponnait à elle? La gêna-t-elle dans ses mouvements? Ni l'une ni l'autre ne remontèrent. Vainement les guides tentèrent-elles de les attendre avec leurs bâtons. Quand les secours arrivèrent trop tardivement, hélas, on ne put ranimer les 2 pauvres corps enfants tirés de l'eau. Le lamentable troupeau des fillettes privé de son chef revint sanglotant à ses tentes. Si Raymond avait obéi au premier coup de sifflet, le malheur ne serait pas arrivé. Gémissait la guide témoin de l'accident. J'avais beau lui crier « Reviens, reviens !» Elle s'entêtait. Elle savait pourtant bien que nous avons défense absolue d'aller sur l'eau. Pauvre Raymond, sa désobéissance lui a coûté cher. Elle, c'est un grand malheur. Mais notre cheftaine, c'est encore bien pire. Il va falloir apprendre l'affreuse nouvelle aux parents. Et les petites frémissaient de pitié. Chacune se représentant ce que serait le désespoir de ses parents si on ne leur rendait qu'un cercueil au lieu de la chère enfant partie si gaiement. Ce fut Jean Raquette qui se chargea d'annoncer à Michel la mort de Sabine. Une dépêche eut porté au malheureux fiancé un coup trop brutal. L'amitié s'efforçait d'en atténuer l'horreur. Il arriva comme Michel revenait de son bureau à l'heure du déjeuner. « Jean, la bonne surprise, tu déjeunes avec nous ?» Mais l'air grave de son ami suspendit sur ses lèvres la phrase de bon accueil. « Jean, qu'y a-t-il » L'arrivant ne répondit pas d'abord et refoulait ses sanglots. Quand il put parler, ce fut pour dire « Tu es un homme, Michel. Fais appel à tout ton courage. » Michel regarda son ami, ses yeux s'étaient comme enfoncés dans son visage et il murmura « Elle est morte ?» Jean n'eut qu'à incliner tristement la tête et alors il pleura. Michel, lui, ne pleurait pas. Quelque chose d'affreux comprimait son thorax et l'empêchait de respirer. Il ne pouvait même pas demander quand, où, comment. Son récit coupait de larmes. Jean raconta l'accident. Le visage de Michel devenait hostile, sa respiration se faisait bruyante. Le premier mot qu'il prononça et de quel ton de haine fut « Je savais bien qu'elle me l'apprendrait ». Puis il gémit. Je ne voulais pas qu'elle partît. Elle m'a assuré ce sera la dernière fois. La dernière fois, reprit-il avec une douloureuse ironie. Et il se prit à sangloter, mais sans larmes. Il était tombé assis et la tête dans les mains et répétait désespérément « Sabine, ma petite Sabine ». Et tout à coup, se redressant, l'air égaré, « Je deviens fou, dis-moi que ce n'est pas vrai, Jean ». Il avait pris son ami aux épaules et le secouait. « Ce n'est que trop vrai, hélas.
prononça gravement le frère de Sabine. Dieu sait pourtant que j'aurais donné volontiers la moitié de ma vie pour prolonger la sienne, une existence si précieuse à tous. Et cette existence si précieuse, Sabine l'a perdue pour prolonger celle d'une méchante gamine, cria Michel avec une sorte de fureur. À quoi bon s'emporter contre la destinée? Dis-moi au contraire que ma sœur est morte en faisant son devoir. Très beau. Son devoir, protesta violemment Michel, comme si s'occuper de ces petites étrangères pouvait être son devoir, alors qu'elle avait son père, son frère, son fiancé. Il s'en forma à présent lourd silence. On la ramènera à Paris, n'est-ce pas? Oui, mais je ne sais encore quand. Étant donné les circonstances, il y a des formalités à remplir, une enquête, etc. Mon père est là-bas et ramènera son corps. Et les deux jeunes gens ne purent se défendre d'un frisson d'horreur à l'idée de ce corps pitoyable de noyé couché dans un cercueil revenant à la place de la fière et belle fille qu'ils avaient conduite à la gare. Je redoutais pour mon père de bien pénibles émotions, dit Jean, et j'aurais préféré me rendre en Sologne à sa place. Il a refusé, il m'a prié de demeurer ici où ma présence, paraît-il, est nécessaire. Je ne puis encore supporter l'idée que nous ne la reverrons pas à ce foyer dont elle était l'âme. Que deviendrons-nous, mon père et moi, seuls en face l'un de l'autre? Ce que deviendraient Monsieur Raquette et Jean? Michel ne s'en inquiétait guère en cette première minute. Et lui, que deviendrait-il sans elle? Depuis plusieurs années, tous ses rêves d'avenir s'étaient cristallisés autour de l'aimable figure de Sabine. Elle, manquant, tout s'effondrait, car elle n'était pas seulement une jeune fille charmante, elle était plus que cela, un caractère, une vraie femme forte, celle qui fait bravement face à la vie, lutte et triomphe. Conscient d'une certaine faiblesse dans sa propre volonté, il se serait appuyé sur elle. Elle l'aurait rendu plus fort, meilleur, et l'aurait donné à son existence lumière et saveur. Et voilà que la campagne choisie disparaissait soudainement, que l'appui sur lequel il avait compté se dérobait, que la lumière qui le devait guider s'éteignait. Est-ce que pour lui, sans elle, un avenir était même possible? Il restait là, sombre et désespéré. Jean lui prit la main. Du courage, Michel. Il nous en faut à tous. À toi peut-être plus encore. Montrons-nous à sa hauteur, digne d'elle. Pour Monique aussi, la disparition de Sabine fut un coup bien dur. Elle perdait son amie la plus chère, une discrète confidente, une conseillère avisée. D'abord incrédule, ne voulant pas croire au malheur, il lui fallut bien se rendre à l'évidence quand elle eut suivi au cimetière le blanc corbillard chargé de fleurs qu'escortaient tout en larmes les guides revenus de Sologne. Non révoltée mais sans comprendre, Monique demandait douloureusement au ciel pourquoi il avait pris la précieuse fille qui faisait tant de bien. Sabine était nécessaire à ses petites qu'il la pleurait et la pleurerait longtemps. Elle l'était à son père, à son frère qui ne s'habituerait guère à leur nouvelle solitude. Elle l'était au pauvre Michel dont l'effondrement faisait mal, à elle-même enfin. La disparue lui avait été d'un tel secours. Grâce à elle, une atmosphère plus supportable régnait maintenant rue de Grenelle. N'était-ce pas en écoutant ces suggestions que Monique avait modifié son attitude en face de sa mère et essayé de provoquer par la tendresse un peu de détente chez cette concentrée. Puis par son affectueuse déférence, ses manières ouvertes, ses gentilles avances, la fiancée de Michel avait vaincu la réserve un peu hostile de Madame Larmoisie et amené un rapprochement entre la mère et le fils. Et voilà qu'elle disparaissait, son œuvre à peine ébauchée. Pourquoi? Mais pourquoi? Et qu'allait devenir l'infortuné Michel? Après avoir aimé Sabine, pourrait-il jamais s'attacher à une autre femme? Absorbé dans une douleur muette, amère et sans larmes, il inquiétait sa sœur. La catastrophe n'allait-elle pas déterminer chez lui un état morbide analogue à celui de leur mère? Dans de telles crises, la religion seule peut soutenir. Mais le pauvre garçon n'était guère croyant, et quand Monique avait voulu lui faire envisager cette mort sous l'aspect consolant de l'entrée dans l'éternité bienheureuse, il n'avait eu qu'une sorte de haussement d'épaule. Il ne voyait que l'immersion dans les temps, puis dans la terre, du corps de celle qu'il aimait, sans vouloir suivre l'ascension de l'âme vers Dieu. Mais si, Michel, il faut que nous devenions meilleurs pour la retrouver un jour au ciel, avait insisté Monique. Il avait souri amèrement. Le ciel, c'était trop loin. Attente par la détresse de son fils, Madame Larmoisie se désolait et gémissait. Toujours la fatalité. Je porte malheur à ceux qui m'approchent. Boulevard de Courcelles, Gaston Larmoisie avait mis une sourdine à sa voix et perdu l'envie de plaisanter. 8 jours après l'enterrement de Sabine, M. Raquette invita Michel à le venir trouver chez lui. Le jeune homme ne pouvait manquer de se rendre à cet appel, bien qu'il lui en coûtât de refaire le court trajet que tant de fois il avait parcouru avec un joyeux empressement pour rejoindre celle qui n'était plus. Au passage, il détourna les yeux afin de ne pas voir à l'étalage de fleuriste où
Si souvent il avait choisi la gerbe de roses ou les hortensias de la corbeille, il traversa la rue fuyant la confiserie où se vendaient ces négus dont elle était friande. Bien qu'absorbé par sa lourde peine, Michel fut frappé du changement qui s'était produit chez le père de Sabine. Avant l'accident, M. Raquette était un homme vigoureux, à la voix nette et forte, d'allure décidée, très droit, à peine grisonnant au bord des tempes. Aujourd'hui, sa tête était couverte d'une calotte blanche. D'un geste paternel, il lui a tiré Michel tout près de lui et commença de parler. Sa voix était comme cassée. « Je fais en ce moment, expliqua-t-il, une besogne poignante qui m'est à la fois pénible et douce. Je passe en revue tout ce qui a appartenu à Sabine. Pauvre petit. Il me semble qu'en me défaisant de ses vêtements et objets personnels, je la perds une seconde fois. Mais je ne suis pas de ceux qui poussent la fidélité du souvenir jusqu'à conserver des lainages miteux. Tel que je connaissais ma fille, je sais que son désir eût été d'utiliser tout ce qui pouvait l'être. Enfin, puisqu'une telle revue s'imposait, mieux valait donc y procéder immédiatement. » Michel inclina la tête. M. Raquette continua. Je fais dans son trousseau, ses parures, la part de ses amis et celle des œuvres de bienfaisance. À vous, mon pauvre ami, je pense offrir son bureau avec la lampe et tous les accessoires qui le garnissaient. C'était celui de ses meubles qu'elle préférait, celui qu'elle a le plus utilisé, celui aussi qui vous permettra le mieux d'évoquer son souvenir. Et comme Michel à la fois remerciant et se faisait scrupule de dépouiller le malheureux père, M. Raquette ajouta. Je ne l'aurais abandonné à nul autre. Vous êtes son fiancé, celui qu'elle avait choisi. Acceptez ce que je vous offre. Pour moi, j'ai gardé cet ultime souvenir de ma chère petite. » Et le père de Sabine montrait un sifflet attaché au bout d'une ganse. Il expliqua très bas. On l'a retrouvé après dans la poche de son gilet. Ce sifflet a reçu un de ses derniers souffles. Il a senti les dernières pulsations de son cœur. M. Raquette referma la petite boîte qui contenait la roulique. Ses yeux étaient humides. Michel a installé le bureau de Sabine dans sa propre chambre. Il y a disposé, à la place où elle-même les mettait, le buvard, la lampe, l'encrier, le coupe-papier, le pèse-lettres, la bibliothèque tournante où sont les livres que Sabine aimait avoir sous la main. Et maintenant, assis sur le siège qu'elle occupait, bouleversée par cette reconstitution si complète du cadre où, hélas, elle seule manque, Michel s'est affalé sur le bureau et sanglote. Il évoque la chair disparue avec sa marche ferme, sa taille redressée, sans morgue aucune, cette agréable fraîcheur et de temps qui se passait de tout adjuvant artificiel, son geste accueillant, son sourire surtout, ce sourire aimable pour tous, mais pour lui se nuançait d'une expression tendre et presque contrite, comme si d'avance elle voulait se faire pardonner sa désertion. Il se la représente, assise devant ce même bureau, tel qu'il l'a vu lors d'une des dernières visites qu'il a faites rue de Monceau, avant le fatal départ pour la Sologne. C'était le soir après dîner. Il l'avait trouvé écrivant sans doute quelques instructions ou convocations pour ce maudit voyage. Le visage de Sabine restait presque dans l'ombre. Seul émergeait dans le cône de lumière à sa main éclairée, manœuvrant avec décision le porte-plume et la feuille blanche sur laquelle elle traçait ses caractères fermes et sympathiques. Michel soulève le couvercle de l'encrier. L'encre n'y a pas encore séché. Dans cette encre, Sabine a plongé la plume. Au logis, elle ne faisait jamais usage du stylo. Devant lui, le buvard, presque vierge, garde cependant l'empreinte des lignes qu'elle dut tracer au moment de son départ. À l'aide d'une petite glace, Michel retourne cette empreinte et parvient à la déchiffrer. Il s'attendait à quelques phrases banales, la glace lui renvoie ces mots. Cela même terminait la dernière lettre que Sabine lui a adressée de Paris. Et croyez que, même séparée de vous, je suis toujours auprès de vous, par le cœur et la pensée, votre Sabine. Michel tressaillit. D'être enregistré là, sur le buvard, cette promesse prend le malheureux fiancé figure de message surnaturel. C'est de la tombe que Sabine lui donne cette assurance. Et pour la première fois depuis le trépas tragique, il a conscience d'une sorte de survie de présence invisible. Le corps est retourné à la terre, mais l'âme, elle, n'est pas dissoute. Elle poursuit, quelque part, son existence. Et comment admettre que dans cette nouvelle vie, sa fiancée l'oublie et l'abandonne. Sabine, ma petite Sabine. Ce n'est plus le cri du désespoir, c'est un appel, une invocation. Cet appel si pitoyable va-t-il jusqu'à Sabine? Michel voudrait l'espérer. Que ne peut-il percer les mystères de l'au-delà et suivre en pensée de l'autre côté de la mort sa chair disparue? Hélas, il ne sait rien, il doute de tout, même des dogmes chrétiens. Et cependant, il s'en souvient tout à coup, l'Église invoque ses saints,
c'est mort eux aussi. Si elle le fait, c'est qu'elle sait en être entendue. Et pourquoi donc Sabine ne serait-elle pas du nombre de ces saints? Elle était si pieuse, si bonne, si oublieuse d'elle-même.